Mesdames et messieurs les représentants du ministère grec de la Culture et des universités de Grèce, mesdames et messieurs les directeurs des instituts et écoles étrangères, chers collègues, chers amis, merci de nous rejoindre ce soir pour cette présentation annuelle des travaux de l'École française d'Athènes. Je salue aussi celles et ceux qui sont nombreux sur l'écran à se joindre à l'assistance présente ici. Pour celles et ceux qui sont sur place, nous nous retrouverons tout à l'heure dans les jardins de l'école où je vous accueillerai pour le traditionnel buffet estival de la soirée. Comme chaque année, l'auditorium de l'Institut français de Grèce accueille la conférence annuelle de l'école et je remercie Maria Vagini, directrice de l'IFG, de nous accorder cette hospitalité coutumière. En cette année 2026, l'École française d'Athènes a 180 ans. 180 ans de recherche de terrain, 180 ans de générations successives qui transmettent des savoirs, 180 ans de partenariat avec la Grèce et les autres pays dans lesquels nous déployons nos recherches. Nous avons eu la chance ces derniers mois de pouvoir célébrer cet anniversaire avec des hôtes de tout premier plan, puisque fin avril, l'École française d'Athènes a accueilli le président de la République Emmanuel Macron avec sa délégation, ainsi que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis pour la visite de l'exposition Enquête d'Orient que nous présentions cette année à la Bibliothèque nationale de Grèce. L'École française d'Athènes a également accueilli dans ses locaux la ministre de la Culture Catherine Pégard avec une délégation de représentantes des directions générales du ministère grec de la Culture. Cette visite présidentielle rappelle la place singulière occupée par l'École française d'Athènes depuis bientôt 2 siècles dans le dialogue intellectuel, scientifique et culturel entre nos deux pays. Mais l'année 2026 n'est pas finie et elle nous réserve encore quelques surprises. Puisque nous travaillons sur le temps long de la recherche, c'est d'abord de l'année 2025 dont je dois vous parler ce soir, mais vous verrez que les travaux de l'école s'inscrivent dans de belles continuités. Je profite de cette conférence pour remercier chaleureusement, comme chaque année, toutes les organisations qui soutiennent notre activité. En Grèce, nous remercions tout particulièrement la Direction des Antiquités et les Éphories qui ont accompagné nos recherches au cours de l'année 2025, les universités et les musées qui ont accueilli de nombreuses initiatives de l'école, les municipalités qui ont soutenu nos travaux sur le terrain. Ces remerciements s'étendent aux mêmes institutions en Albanie et à Chypre. Les travaux de l'école sont largement financés sur fonds publics et s'inscrivent dans le cadre de la politique du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans un dialogue scientifique avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres. L'école candidate régulièrement à des appels à projets nationaux et européens et soutient avec succès l'obtention de projets ERC et de projets Marie Curie. Elle reçoit aussi des financements de la Commission européenne, en particulier à travers son programme Horizon Europe Enquise sur la protection du patrimoine culturel. L'École française d'Athènes est partie prenante de plusieurs programmes de l'Agence nationale de la recherche, de France 2030 et de financement du Fonds national pour la science ouverte. Plusieurs missions archéologiques de l'École française d'Athènes bénéficient également du soutien de la Commission des recherches archéologiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi de fonds de recherche suisses et belges. Nous savons également pouvoir compter sur la générosité de fondations et de mécènes de plusieurs pays qui ont soutenu notre activité en 2025, de même que toutes celles et ceux qui, par l'intermédiaire du fonds de dotation de l'École française d'Athènes ou par l'intermédiaire de l'Association des Amis de l'École française d'Athènes, s'engagent à nos côtés. Leur soutien est indispensable à nos recherches et je les en remercie chaleureusement. Grâce à toutes ces synergies, le bilan scientifique de l'année 2025 est particulièrement riche sur tous les sites et dans tous les domaines où s'exerce notre activité. Dans le domaine de l'archéologie, tout d'abord, avec la poursuite de l'exploration de plusieurs sites. Certains sont anciens, d'autres plus récents dans les travaux de l'école. Tous contribuent à fournir des corpus de référence par lesquels se renouvellent les savoirs sur les sociétés de l'Antiquité. À partir de notre base athénienne, les recherches de l'école en 2025 se sont déployées sur le terrain dans plusieurs directions, en Grèce, en Albanie et à Chypre.
À Délos, depuis 2023, un programme étudie l'organisation des établissements gymniques de l'île, un sujet qui permet de mieux comprendre l'organisation des sociétés et des espaces urbains. L'objectif principal est de fixer la date de construction d'édifices dégagés entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle, mais avec alors peu de données stratigraphiques permettant d'ancrer une chronologie. Après des études architecturales qui ont permis d'établir les différents états de construction, une campagne de fouilles a été menée sur plusieurs monuments, au stade, dans le Xiste, dans le gymnase et dans la Palestre du Lac. La fouille de la Palestre du Lac a montré que cet édifice a été construit et aménagé avec soin à partir du IVe siècle avant notre ère, sur les vestiges d'édifices précédents, datés des époques archaïques et classiques. Cette construction intègre dès l'origine des équipements hydrauliques sophistiqués et des espaces fonctionnels clairement définis. C'est donc le gymnase de Délos, avant qu'il ne soit désaffecté et profondément transformé au 1er siècle pour devenir un établissement artisanal ou commercial, avec la construction d'une citerne au centre de la cour et d'une série de locaux dans les portiques de l'ancien péristyle. Un peu plus loin, les sondages effectués dans le secteur du gymnase, du Xiste et du stade ont permis d'aboutir à des conclusions stratigraphiques importantes. Leur construction est plus tardive que ce que l'on croyait. Elle remonte au plutôt à la fin du IIe siècle avant notre ère et non au IIIe. Néanmoins, ce nouveau gymnase s'implante dans un quartier déjà occupé par un bâtiment antérieur et a nécessité d'importants nivellements. Plusieurs indices architecturaux plaident par ailleurs en faveur de l'hypothèse d'un inachèvement de ce gymnase et notamment du système d'évacuation des eaux. Ces nouvelles informations invitent à un réexamen des espaces urbains de Délos dans plusieurs phases de leur développement qui sont encore mal connues, d'une part pour le IVe siècle et la période de transition entre l'influence athénienne et la période hellénistique, mais aussi pour la fin de la période hellénistique qui amène d'autres recompositions sociales. C'est cette recherche que poursuivent plusieurs programmes qui portent sur les différents quartiers de l'île. Au nord, l'étude de l'îlot des comédiens permet de comprendre l'utilisation des espaces et l'insertion de l'îlot dans le quartier. Au sud, le quartier du théâtre fait l'objet de plusieurs analyses sur la forme urbaine pour repérer l'organisation du parcellaire. La maison de Fourny fait l'objet d'un travail de restitution architecturale permettant de comprendre l'organisation des étages. Tous ces espaces urbains sont amplement des espaces de production artisanale et de commerce. Deux programmes, l'un sur les structures de production, l'autre sur les poids et mesures, reconstituent ce paysage urbain et ses évolutions chronologiques et fonctionnelles. En dehors de la ville et de son extension, les pratiques religieuses et les sanctuaires de Délos sont mieux connus grâce à des études en cours, au Sarapeia, à l'Aphrodisione de Stésiléios et à l'Héraion. Dans le sanctuaire d'Apollon, l'oikos et le portique des Naxiens, la salle hypostyle, le kératone ont fait l'objet d'études qui contribuent aussi à l'inventaire des blocs, à la restauration de certains éléments et à la proposition de solutions de présentation. La ville de Délos, c'est aussi celle qui est reflétée par la nécropole de Rhénée. Dans le cadre du programme porté par l'Éphorie des Cyclades, auquel l'École française d'Athènes est heureuse d'apporter son concours, la prospection de la nécropole s'est poursuivie et des compléments topographiques ont porté sur le relevé des tombes circulaires situées dans la partie nord de la nécropole, qui constituent probablement un type de tombe ancien d'époque classique. 76 cercles funéraires ont été relevés et dessinés. L'examen des vestiges a permis aussi de montrer que ce que l'on avait longtemps pris pour les restes d'un sanctuaire sur la colline de Komassovouni est plutôt un grand monument funéraire, tout comme le monument de Marmarokopio sur 2 niveaux dont la photogrammétrie a été terminée. Ces nouveaux éléments impliquent de reconsidérer la superficie de la nécropole et en regard la place dévolue à l'activité agricole dont témoigne en particulier la ferme de Palea-Vardia qui a fait l'objet d'une orthophotographie par drone avec l'Éphorie. Les travaux de l'École française d'Athènes se déploient aussi dans le Péloponnèse. À Égine, les activités de la mission en 2025 avaient pour but d'avancer dans la documentation des structures portuaires avant la reprise de nouvelles fouilles prévues l'an prochain.
il apparaît de plus en plus clairement que l'aménagement du port et de ses abords relève d'un projet architectural coordonné de la part de la cité d'Égine à la fin du VIe siècle avant notre ère, avec un port militaire et sa fortification associée, signe de l'importance de cette grande puissance maritime. À Argos, plusieurs chantiers ont progressé sur la compréhension des édifices de la ville antique, avec des relevés photogrammétriques sur l'agora et sur l'Aphrodisione, tandis qu'un premier jalon de l'étude de ce sanctuaire paraissait. L'année 2025 est marquée aussi par la reprise de l'étude du théâtre en vue de sa publication. En Laconie, l'École française d'Athènes peut se prévaloir d'études anciennes, comme celle de Jean Ducas sur les ilotes, qui a fait l'objet d'une traduction en grec. L'École française d'Athènes est désormais associée au projet de recherche sur Amyclée, qui a développé ses travaux dans une perspective régionale. Une campagne d'acquisition lidar et orthophotogrammétrique a permis de couvrir l'intégralité de la zone située au sud du sanctuaire, mais aussi de réaliser une étude géomorphologique centrée sur la plaine alluviale de l'Eurotas, tandis que se poursuivaient aussi des travaux sur le réseau des routes laconiennes. Des sondages ont permis la découverte d'une carrière de pierre au sud-ouest du sanctuaire. Parallèlement, les études de mobilier se sont poursuivies, mettant en évidence l'occupation du site depuis l'âge du bronze. En Crète, l'école a continué ses travaux sur plusieurs sites ainsi que ses publications. La collection des études crétoises s'est ainsi enrichie d'un nouveau volume sur le linéaire A. À Malia, l'école s'est réjouie du classement du palais parmi les palais minoens au patrimoine mondial de l'UNESCO, un dossier pour lequel elle a apporté son concours au ministère grec. L'école a également achevé la rénovation complète des apothèques du site de Malia au cours de l'année 2025. Le site continue à faire l'objet de plusieurs programmes de recherche. Sur l'agora, l'étude complète de l'architecture et de la céramique doit permettre de reprendre le phasage et les liens avec la construction du palais. La ville minoenne apparaît de plus en plus clairement grâce à l'avancée des travaux du web SIG et au relevé systématique des structures de toute la zone archéologique, ainsi qu'à l'étude des pratiques funéraires. Enfin, un nouveau projet a démarré sur le littoral, où est visible un ensemble de structures anthropiques et un grand bâtiment immergé, considéré comme un entrepôt portuaire. Cet espace, sur lequel les fouilles vont se poursuivre cette année, révèle un secteur densément bâti au Minoen moyen II, vers moins 1700, un secteur qu'il est urgent de documenter car il est gravement endommagé par l'érosion. Le site de l'Anavlokos documente quant à lui la période suivante, qui précède le développement des cités crétoises. Après plusieurs campagnes de fouilles, les études se poursuivent sur le mobilier très abondant qui a été récolté lors de l'exploration archéologique. Le site de la cité crétoise de Dréros fait l'objet d'une fouille d'ampleur qui procède en même temps à d'importants aménagements nécessaires pour l'accessibilité du site. Sur l'agora, l'analyse architecturale, couplée à des sondages sur le massif devant le temple et à l'entrée de l'agora, a permis de progresser dans l'identification des phases de construction et l'organisation des accès. Dans la partie nord, des tombes byzantines ont été localisées, 7 en tout, dont une a été fouillée. La nécropole fera l'objet d'une exploration systématique en 2026. Au secteur 5, la fouille a montré que le bâtiment implanté sur les pentes de l'acropole au nord de l'agora se développe encore vers l'est et vers le nord avec de nouvelles pièces dégagées et une même chronologie de l'époque hellénistique. Après la Crète, un autre site central dans les travaux de l'école, Delphes, a fait l'objet en 2025 d'une fouille limitée qui avait pour objectif de préciser certains points de l'organisation de la ville de Delphes, plus particulièrement au nord-est du sanctuaire, où la topographie est complexe en raison de multiples remaniements qui s'étendent de l'époque mycénienne à l'époque byzantine, à proximité d'un des murs de Péribole. On prévoit ainsi, sur ce sujet, une publication sur Delphes mycénienne, tandis qu'une autre synthèse, consacrée à la cité des Delphiens, est parue cette année et aborde les aspects institutionnels et sociaux de l'organisation de cette communauté civique aux époques historiques. En dehors du grand sanctuaire d'Apollon de Delphes, la terrasse de Marmaria,
qui a fait l'objet d'une fouille ces dernières années, a connu une campagne d'études du mobilier dont une grande partie est métallique, tandis que l'Atolos faisait l'objet de plusieurs études, tant pour sa toiture que pour ses métopes. Sur la terrasse, le relevé architectural des blocs appartenant à l'édifice SD43, que l'on propose désormais d'identifier au Synédrion de l'Amphictyonie, s'est poursuivi pour aboutir à une nouvelle restitution. Les techniques de construction de l'édifice, qui présentent une grande similarité avec celles observées sur le pilier des Rhodiens dans le sanctuaire d'Apollon, suggèrent que les mêmes artisans ont travaillé sur les deux monuments. D'autres travaux reprennent des études architecturales sur le temple d'Apollon et ses différents états, avec l'appui de nouvelles technologies de numérisation et de détection sur les surfaces. D'autres études encore, dans le sanctuaire, portent sur les blocs inscrits en vue de la rédaction du volume consacré aux lois et décrets de la cité de Delphes, ainsi que pour l'étude des dédicaces et des inscriptions agonistiques. Pour les épigraphistes, la technique photographique RTI permet désormais d'avancer le déchiffrement des textes les plus effacés. Au musée, enfin, l'étude systématique des bronzes de Delphes s'est poursuivie sur plusieurs catégories. Les vases, les trépieds géométriques, les armes et les fragments des grandes statues en bronze. Non loin de Delphes, à Kyra, l'examen du matériel collecté lors des précédentes fouilles s'est poursuivi, en particulier dans le domaine archéozoologique et botanique. On reconstitue ainsi un environnement correspondant à cet habitat de l'âge du bronze, révélant des consommations alimentaires de blé concassé, d'orge, de légumineuses et de viandes diverses, incluant des espèces sauvages. Dans cette même région, le site d'Amphissa fait partie d'un programme de recherche sur les fortifications de Phocide et de Locride. En 2025, une fouille a été menée pour mieux connaître la fortification antique, son tracé, ses modes de construction, ses reprises au cours des différentes époques d'utilisation. En plusieurs endroits de l'acropole, on a ainsi mis au jour des vestiges massifs du rempart et identifié des tours présentant souvent des réoccupations byzantines, franques et ottomanes. Plus au nord, l'École française d'Athènes développe plusieurs programmes de recherche qui se sont poursuivis eux aussi en 2025. À Terpni, la campagne de 2025 a permis de préciser le plan général du site et de créer un SIG de la basse vallée du Strimon qui permettra de mieux comprendre les modes d'occupation et d'exploitation du territoire antique. Une première campagne de données LIDAR a ciblé 4 sites pour établir des modèles numériques de terrain permettant d'identifier le tracé de fortifications et d'édifices antiques à Paléocastro-Nicocléas, à Néoskopos, qui est l'antique Bergé, à Assar-Kalokastro, qui est l'antique Arolos, et à Gazoros. Sur le site de Terpni lui-même, la fouille des années précédentes, depuis 2022, avait exploré 2 basiliques qui occupent la terrasse principale, l'une à 3 nefs et l'autre à 5 nefs. Ces 2 basiliques, contiguës, au décor très similaire, semblent avoir fonctionné ensemble à un moment de leur histoire et témoignent de l'importance régionale de ce site à l'identité encore mystérieuse. Elles sont entourées de quartiers artisanaux qui ont fait l'objet de relevés photogrammétriques. À Philippe, c'est une phase de développement de publication qui se poursuit. Le premier volume de la publication du forum sort cette année, tandis que se poursuit l'étude de la curie, du temple Est et de la céramique romaine et proto-byzantine. Plusieurs volumes du corpus des inscriptions sont en préparation. À Dikilitash, l'objectif de la fouille de 2025 était désormais, après les campagnes précédentes, d'atteindre les niveaux du néolithique récent 1, une période comprise entre 5400 et 4800 avant notre ère, et la fouille a dégagé des revêtements de sols successifs, peut-être destinés à préparer l'assise de construction, qui confirment l'existence d'une parcelle où se succèdent des bâtiments. La fouille a également mis au jour une série de trous de poteaux et de très grandes quantités de mobilier du néolithique récent 2, dont de nouvelles figurines anthropomorphes. Aux abords de ce secteur, une prospection géophysique a été entreprise afin de préciser le paysage dans lequel s'inscrit ce contexte. Les résultats des recherches de Dikilitash entrent dans des séries qui permettent des comparaisons avec l'ensemble de cette région des Balkans, tant en Grèce qu'en Bulgarie ou en Turquie de l'Ouest.
Ils ont servi de base à la publication en 2025 d'un ouvrage consacré à la chronologie du néolithique, le temps et ses noms, qui fournit de nouvelles références pour aborder la périodisation. À Thasos, plusieurs campagnes ont servi à compléter des corpus de références en cours de constitution, sur la céramique précoloniale, la céramique archaïque et la céramique romaine, et sur les monnaies. L'étude de plusieurs édifices s'est poursuivie sur l'Agora, l'édifice à Paraskénia, le sanctuaire de Zeus à Goraios et le Bouleuterion, sur le port et ses abords, sur la demeure proto-byzantine au nord de l'Artémision. De plus, le recrutement d'une nouvelle membre cette année va permettre à l'avenir de reprendre les études thasiennes sur l'Antiquité tardive. À Doriskos et dans la basse vallée de Lébros, à l'invitation de l'Éphorie comme les années précédentes, une nouvelle campagne de prospection géophysique a confirmé le possible emplacement du tracé de la Via Egnatia, ainsi que la présence d'une structure fortifiée sur la colline. L'activité de l'École française d'Athènes dans l'archéologie ne se limite pas aux frontières de la Grèce. À Chypre, le site d'Amathonte a concentré en 2025 plusieurs opérations. Le territoire d'Amathonte, comme l'a montré l'exploration archéologique, est le lieu d'implantation de communautés humaines parmi les plus anciennes repérées en Méditerranée, puisqu'elles remontent à l'épipaléolithique et au néolithique pré-céramique. Les études et les prospections se sont donc poursuivies en 2025 sur le plateau d'Arménochori pour en préciser l'implantation à la suite des fouilles menées à Chilourokambos, Klimonas et Paktomena dans les années précédentes. Sur le site d'Amathonte lui-même, le secteur du palais a connu une ultime campagne de fouilles pour achever de déterminer les limites des pièces de la première phase monumentale. Dans un emplacement, le premier sol a été atteint, confirmant une chronologie qui remonte à la seconde moitié du IXe siècle avant notre ère. L'analyse des pitoïs qui meublaient la pièce des magasins ainsi que du mobilier céramique s'est également poursuivie. L'exploration d'un nouveau secteur, la terrasse ouest, a commencé en 2025, dégageant à ce stade des couches de l'Antiquité tardive, dont une concentration de tuiles indiquant la présence d'un bâtiment, et avec pour objectif de mieux comprendre le rôle de cet espace en contrebas de l'acropole. Sur la terrasse de l'acropole, un programme de catalogage des blocs et de mise en valeur des vestiges se poursuit, incluant prochainement l'étude de la basilique implantée sur le temple au cours de l'Antiquité tardive. Enfin, l'exploration du site d'Amathonte dans son ensemble a connu une autre étape très importante avec la publication des 2 volumes complets consacrés aux fortifications. Plus à l'ouest, à Néapaphos, les recherches sur l'enceinte urbaine de l'époque hellénistique se sont poursuivies. Une série de sondages a permis d'établir que les concepteurs de l'enceinte ont utilisé au nord de la colline de Fabrica une zone d'extraction de pierre en s'appuyant sur différents fronts de taille. En Albanie, cette fois, dans le bassin de Korç et sur le site de Bartch, l'étude des données de la fouille réalisée sur ce site de hauteur entre 2022 et 2024 a avancé et fait progresser la compréhension des dynamiques de population dans ce bassin au cours de la préhistoire et de l'âge du fer. Sur le site d'Apollonia d'Illyrie, une fouille partagée avec l'École française de Rome, l'année 2025 a marqué la reprise de la fouille des thermes, qui avait été interrompue depuis 1938, avec pour but d'identifier le rôle de chaque pièce, mais aussi d'établir les données stratigraphiques et planimétriques pour préciser le phasage de l'évolution du bâtiment et mieux comprendre son intégration dans le réseau urbain. Dans le secteur du rempart, l'équipe a travaillé à une reconstitution 3D de la porte nord-est et l'étude architecturale arrive à son terme avec des éléments de datation qui indiquent une construction de la courtine au IVe siècle avant notre ère. Les Balkans sont de longue date des terrains sur lesquels les équipes de l'École française d'Athènes sont présentes. Renouant avec des relations anciennes en Bulgarie et en Roumanie, l'école a également exploré en 2025 des pistes de constitution d'un futur programme de recherche sur les établissements coloniaux de la côte ouest de la mer Noire, à Apollonia, Pontique et à Orgamée, une perspective prometteuse qui pourra certainement se développer dans les prochaines années. Parallèlement aux travaux archéologiques de l'école,
sur ces sites de référence, nos équipes investissent aussi des thèmes de recherche. Tout comme les sites archéologiques explorés depuis de nombreuses décennies, ces domaines thématiques ont vocation à perdurer dans les travaux de l'école et à fournir aux équipes de recherche des espaces pérennes d'exploration, appuyés sur des partenariats. Le premier de ces champs de recherche est depuis quelques années celui de la Grèce franque et latine, entre Byzance et l'Empire ottoman. L'École française d'Athènes a poursuivi en 2025 son effort de structuration des études sur la Grèce franque et latine, qui s'intéressent aux interactions entre latin et grec sur une période allant de la fin du XIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Ces interactions sont abordées sous plusieurs angles, les interactions confessionnelles et musicales avec le programme sur le chant liturgique à Chypre, qui poursuit l'exploration de traditions musicales entre Occident latin et Orient grec et juif, dans une perspective qui cherche à dépasser les frontières historiographiques et à mettre en avant les influences croisées à l'origine des répertoires liturgiques de Méditerranée orientale. Les interactions confessionnelles et artistiques également, avec le programme Pays grec sous domination latine, qui s'intéresse au décor peint des églises. Les interactions confessionnelles et économiques, avec le programme Sous le régime de la Sérénissime, qui porte sur les liens entre les monastères orthodoxes, les sociétés locales et les autorités vénitiennes dans le domaine de l'exploitation des territoires, nuançant, ce faisant, l'image d'un monde monastique comme figure de la résistance contre l'occupation étrangère. Et les interactions militaires et territoriales, enfin, avec le programme Une géographie seigneuriale qui, grâce à l'arrivée d'un nouveau membre scientifique recruté cette année, s'intéresse à la façon dont les seigneurs latins ont assuré leur domination territoriale dans le Péloponnèse du XIIIe au XVe siècle, notamment au moyen d'édifices fortifiés. Ces différentes approches se retrouvent dans un objectif plus général relevant de l'historiographie et qui vise à faire un inventaire des sources et des travaux relatifs à ce domaine de recherche. Cet objectif est porté par des publications, mais aussi par le programme Écrire l'histoire de la Grèce franque, dans le cadre duquel est réalisé depuis 2022 le portail Frankica, source des pays grecs sous autorité franque et latine, qui comporte aujourd'hui plus de 10 000 références bibliographiques. Plusieurs missions en archives, en bibliothèque et sur le terrain ont permis la collecte et la vérification de données relatives aux sources et aux vestiges matériels qui sont présentés dans ce portail. Elles ont eu lieu en Grèce, à Chypre, en Italie et en Israël au patriarcat de Jérusalem. Un nouveau répertoire concernant la production de céramique a été mis en ligne cette année. Il recense les ateliers de céramique en activité dans les pays sous domination franque et latine, pour l'instant pour les sites de Chypre. D'autres programmes de recherche tournés vers les mondes modernes et contemporains dans les Balkans et la Méditerranée orientale s'attachent à décrire à parts égales l'histoire des transitions et des mutations de ces espaces, tout particulièrement sur l'histoire des empires et des nations, en croisant les historiographies et en créant des discussions transfrontalières et transnationales au sein d'un réseau de partenaires. L'École française d'Athènes produit des données inédites et de nouvelles interprétations. C'est ainsi le cas du groupe qui travaille à l'écriture d'une histoire gréco-turque du monde ottoman et post-ottoman, permettant de dépasser des historiographies nationales fortement cloisonnées et opposées. D'autres équipes travaillent sur l'histoire du banditisme et des trafics illicites dans les Balkans et la Méditerranée orientale, constituant en même temps de précieux corpus d'archives. Le programme Dans le sillage de la mort d'un empire 1922, transition politique et stratégie d'enracinement des populations en Méditerranée orientale s'intéresse au devenir des communautés non concernées par les échanges de population de la fin de l'Empire ottoman et qui sont devenues, de ce fait, des minorités dans les États successeurs de l'Empire. En 2025, l'équipe a poursuivi le dépouillement de la presse hellénophone, en particulier celle d'Alexandrie, à la recherche d'articles concernant ces minorités. L'intérêt croissant pour l'histoire des communautés non chrétiennes en Grèce, avec ses enjeux politiques et patrimoniaux, rejoint celui plus ancien pour la diversité confessionnelle dans les Balkans. Depuis 2022, un programme s'intéresse à la coexistence des musulmans, des chrétiens et des juifs dans les Balkans au XIXe et XXe siècle, notamment à travers la fréquentation de sites et sanctuaires partagés.
D'autres travaux s'intéressent au renouveau des polythéismes contemporains, apportant ainsi des données inédites à l'étude des phénomènes d'imbrication entre religion et société dans le monde contemporain. Les programmes portant sur la musique et le son, de longue date, figurent parmi les recherches de l'École française d'Athènes qui s'en est même fait une spécialité, avec par exemple des enquêtes sur les émissions radiophoniques qui permettent de collecter une mémoire sonore de l'époque de la guerre civile ou encore du communisme dans les Balkans. Le programme Les confins de la musique a poursuivi ses enquêtes de terrain en Macédoine occidentale, dans les régions de Florina et Castoria, pour une enquête sur les carnavals en contexte slavo-macédonien. Ces travaux d'ethnomusicologie bénéficieront du recrutement d'un nouveau membre scientifique cette année qui travaille sur les pratiques musicales et dansées partagées entre la Grèce et la Turquie dans les îles grecques de l'Est égéen et la province turque d'Izmir. Sur les traces matérielles du passé, l'histoire des collections est un autre domaine dans lequel l'École française d'Athènes s'est investie ces dernières années, renforçant ainsi ses liens avec plusieurs musées en Grèce et en France, tout en s'appuyant sur ses propres fonds d'archives. En 2025, la parution d'une étude consacrée à la collection d'Antonis Benakis, aux éditions de l'École française d'Athènes, a ouvert la voie à d'autres études sur la manière dont la constitution des collections façonne des identités culturelles. Le fonds d'archives Gilles Hieron, dont l'École française d'Athènes est dépositaire, a de nouveau fourni la matière d'une exposition au musée des moulages de Thessalonique qui montre le rôle de cette famille d'artistes dans le développement de l'archéologie créto-mycénienne. Autre branche de l'étude des interactions matérielles, le programme Laboratoire ethnographique a présenté les résultats de son étude à travers un colloque à Athènes et une exposition à Paris au musée du Quai Branly, Objets en question, archéologie, ethnologie, avant-garde, mettant en évidence le décloisonnement des disciplines qui s'est créé dans le dialogue entre surréalisme, ethnologie et archéologie dans l'entre-deux-guerres. Ferment d'une histoire de la photographie liée à l'archéologie, l'exposition Enquête d'Orient, qui présente des collections photographiques des membres de l'École française d'Athènes depuis ses origines jusqu'aux années 30 en Grèce et au Levant, a voyagé de l'Université de Strasbourg à la Fondation de Montalembert à Rhodes, puis à Athènes à la Bibliothèque nationale de Grèce, accompagnée de son catalogue. Un autre domaine bien établi des travaux de l'école est celui des études urbaines qui mettent en perspective l'étude de la ville d'Athènes avec celle des autres métropoles du sud-est européen. Ces équipes, celles de l'Atlas social d'Athènes, celles du programme Photographier, documenter, inventorier les manières d'habiter en Attique, produisent elles aussi des portails documentaires apportant une documentation souvent inédite et systématique sur l'agglomération athénienne contemporaine. Cette initiative donne maintenant lieu à des parallèles qui se développent à Thessalonique et à Tirana, bientôt à Sofia et à Nicosie, dans le cadre du réseau des Atlas. Ces travaux rejoignent ceux que l'École française d'Athènes consacre de longue date aussi à l'histoire sociale et économique de la Grèce. Au croisement de l'histoire économique, de la géographie humaine et de l'anthropologie économique, ces recherches sur le monde du travail prennent en compte les inégalités sociales qui sous-tendent les transformations et les idéologies qui les encadrent. Le programme Petites Industries sur le travail des femmes et l'industrialisation dans l'Europe méditerranéenne a ainsi mené plusieurs missions de terrain en 2025 à Thessalonique, Hermopolis et Athènes. Le recrutement d'un nouveau membre scientifique cette année va conforter cette dynamique pour un projet sur les premiers réformateurs du travail en Grèce, mutation du travail, lutte sociale et influence française entre 1900 et 1936, un projet qui se donne pour objectif de mettre en lumière la genèse d'une pensée réformatrice grecque et ses articulations avec les dynamiques méditerranéennes et européennes. Enfin, dans le domaine transversal de la protection du patrimoine, l'École française d'Athènes a poursuivi en 2025 ses travaux dans le cadre du projet Horizon Europe Anquise, qui regroupe sous notre pilotage un réseau international et multidisciplinaire de partenaires, acteurs de la lutte contre le trafic de biens culturels, qui développent des outils technologiques appropriés. Avec le forum final du projet, qui s'est tenu à Athènes en janvier 2026, une série de préconisations a été formulée auprès de la Commission européenne
en interaction avec les grandes infrastructures européennes du domaine de la recherche et de la culture. Ainsi, comme vous le voyez, avoir 180 ans pour l'École française d'Athènes, c'est pouvoir aller de l'avant en construisant sur l'expérience des générations précédentes, en s'inspirant, à travers l'étude de nos archives, des perspectives qui ont présidé à la création et au développement de l'école. Avoir 180 ans, c'est aussi pouvoir recruter de jeunes chercheurs qui constituent une relève pour la recherche universitaire et qui inventent de nouvelles manières d'étudier les sources et le terrain. Comme chaque année, j'ai plaisir à saluer le travail des membres scientifiques de l'école qui représentent fidèlement dans leur recherche postdoctorale tous les domaines de recherche de l'école, depuis la proto-histoire égéenne jusqu'au monde grec contemporain, depuis l'archéologie jusqu'à l'ethnographie, avec cette même ambition de renouveler les connaissances par les études sur le terrain. Comme chaque année, l'école a accueilli également sur des durées plus courtes des doctorants et des stagiaires qui viennent se former au métier de la recherche, non seulement sur le terrain, mais aussi dans ses différents départements, à la bibliothèque, aux archives, aux services informatiques, aux services de restauration, aux services de topographie et sur les différentes bases de données qu'entretient l'école. Avoir 180 ans, c'est enfin pouvoir s'appuyer sur des partenariats pérennes, quelles que soient les variations du contexte. En France, avec les universités, les centres de recherche et avec le réseau des écoles françaises à l'étranger, dont j'ai assuré la présidence pour l'année 2025. À l'international, avec de très nombreuses universités dans des pays qui se trouvent aussi en grande partie représentés par le réseau des instituts archéologiques étrangers d'Athènes. Dans les pays hôtes de nos recherches, des partenariats avec les ministères, les services des antiquités, les musées, les municipalités, dans tous les pays où se déploient nos recherches, la Grèce en premier lieu, mais aussi Chypre, l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bulgarie, la Roumanie. Étant donné l'implantation de l'école, Athènes représente depuis toujours un point d'ancrage particulier. Avec les universités athéniennes, l'école a développé un partenariat privilégié qui renforce un lien historique. En novembre dernier, a été signé entre l'École française d'Athènes, l'Université nationale et capodistrienne, l'Université Pandion et la Fondation nationale pour la recherche hellénique un mémorandum pour l'établissement d'Estia, un institut d'études avancées à Athènes. Sur la base de ce que fait déjà l'école avec ses partenaires dans une partie de ses activités, c'est-à-dire accueillir des chercheurs de toutes origines et les aider à développer leurs projets, cet institut d'études avancées propose des résidences de recherche pour des projets innovants sur la Grèce, les Balkans et la Méditerranée orientale en les connectant aux institutions locales. Il rend ainsi hommage au centre international qu'est Athènes dans ce domaine de la recherche. Entre membres scientifiques et anciens membres qui constituent les forces vives de l'école, chercheurs accueillis en résidence, équipes de passage vers leur terrain d'investigation, stagiaires, participants à nos colloques, lecteurs de la bibliothèque, c'est plus d'1 millier de personnes qui a fréquenté l'École française d'Athènes cette année encore. Toutes et tous ont bénéficié de l'expertise que leur apporte l'établissement grâce aux compétences spécialisées de ses personnels. Et je salue ici le travail des quelques 70 personnels de l'école qui, quel que soit leur domaine d'activité, représentent une chaîne solide et solidaire qui rend possible la production des résultats dont il a été question ce soir, tant à Athènes que dans les différentes annexes de l'école que sont nos maisons de fouilles. Ces travaux induisent ainsi, entre antiquité et monde contemporain, une réflexion sur l'anthropologie des savoirs. C'est pourquoi le développement des travaux de l'école dans le domaine contemporain s'inscrit dans une belle complémentarité avec sa tradition archéologique. Cette préoccupation pour le contemporain a toujours animé les archéologues de l'école. La structuration d'un domaine d'études propre aux périodes modernes et contemporaines est plus récente, œuvre des directeurs des études successifs, et résultat de l'insertion très forte de l'école dans des partenariats athéniens et grecs. En choisissant l'orateur de ce soir, j'ai souhaité rendre hommage au travail accompli par Gilles de Rapert, qui termine cet été son mandat de 6 années au service de l'école comme directeur des études modernes et contemporaines.
Gilles a apporté à la programmation de l'école une vision décloisonnée, transnationale et transdisciplinaire. Il a contribué à ouvrir plus résolument nos travaux à une dimension à la fois balkanique et méditerranéenne. Il n'est ni archéologue ni historien, mais anthropologue, ce qui lui permet de nous parler ce soir de questions des origines, ancrées à la fois dans les textes et dans les pratiques sociales. Directeur de recherche au CNRS, il n'est pas spécialiste de la Grèce, mais des Balkans contemporains, sur lesquels il a beaucoup écrit, et il est président de l'Association française d'études sur les Balkans, la FEBALC. C'est en tant qu'ethnologue qu'il a parcouru ces terrains d'enquête en Albanie et plus récemment en Bulgarie, à la recherche des pélages et du récit des origines dans les Balkans, dont il va nous parler ce soir, un récit qui relie à la fois l'Antiquité et le monde contemporain. Gilles, merci par avance pour cette pérégrination et surtout merci pour tout ce que tu as créé au cours de ces 6 années dans l'école et autour de l'école. Et merci à toutes et tous de votre attention.